Alors, bonjour Émile. Bonjour, monsieur. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois que tu me parles dans des contextes où ce qu'on se croise, on discute un petit peu et je pense que tu as un background très riche en expérience parce que tout ce que tu m'as dit. Puis à chaque fois qu'on se parlait, puis on échangeait, j'avais remarqué aussi chez toi une très grande écoute. Tu sais, tu t'écoutais, tu n'étais pas juste en train de partager ton expérience. Des fois, il y a des gens que tu peux parler, puis ils sont vite, ils veulent parler, ils veulent dire leur truc. Mais toi, tu écoutais aussi, tu m'écoutais, tu me regardais, tu faisais comme OK, puis ça tournait dans ta tête, puis on échangeait sur plein de sujets. Puis super intéressant, mais je trouvais qu'à chaque fois, on se laissait, parce qu'on faisait d'autres trucs là, dans le cadre de notre activité qu'on partage ensemble, le Jiu-Jitsu. Oui. Et je me suis dit, ça serait le fun, il me semble que ça serait le fun de s'asseoir puis aller à fond. Puis j'ai quelques grands thèmes. Puis au départ, ce que j'aimerais faire un rewind, donc aller très loin derrière par rapport à, j'aimerais savoir comment, parce que toi, tu es roumain, Oui. comment était ta vie en Roumanie? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Quel âge que tu avais avant de faire le move, par exemple, de venir au Canada? Parfait. Mais je vais te répondre un peu sur l'écoute, puisque c'est un des sujets sur lesquels je travaille depuis un bon bout. Puis je suis content qu'au moins une personne peut me dire oui, oui, tu écoutes, bravo. On vit dans une période où on lit plus, euh, on écoute plus podcast, puisque tant qu'à y être, euh, on va sur des audiobooks et aussi on fait plus attention aux mèmes. Je pense que ça se dit comme ça. Et j'en ai vu un récemment qui disait n'écoute personne si cet individu n'est pas là où tu voulais être. Donc, Monsieur Ilias, si vous avez cette impression que je vous écoute, ben, peut-être parce qu'il y a une raison Mais et que ça devient inspirant. Puis, effectivement, je travaille beaucoup, 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 surtout avec la position, avec ce que j'ai fait dans la vie de tous les jours. Je dois plus écouter. Puis, on dit souvent, si tu parles, ben, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Puis souvent, c'est là où on fait des grosses conneries, puis on dit n'importe quoi. Alors, oui, merci beaucoup. puis Très qu'est-ce bon que, point. qu'est-ce que tu fais, juste pour Ben, ton tiens, travail? ça me tente de faire vraiment comme une vraie présentation. Je suis conseiller en sécurité financière, mais je porte plusieurs chapeaux. Oui. En effet, effectivement, depuis 2005, je suis conseiller en sécurité financière. Mhm. J'ai un permis en assurance des personnes libéré par l'autorité des marchés financiers. Et actuellement, je m'occupe d'une agence. Malheureusement, on porte toujours ce nom, agence d'assurance, mais en effet, c'est le centre financier à Saint-Eustache appartenant au groupe financier industriel Alliance. C'est moi le responsable, c'est moi qui devais être là et qui devais écouter les représentants. C'est Et moi le pourquoi responsable. agence? Oh, excellent. Très bon point, puisque souvent, quand j'appelle des gens qui veulent changer d'emploi, qui se cherchent un peu et qui veulent donner un nouveau élan à leur vie, ben, ils pensent qu'on est une agence de placement ou on est une agence des escortes, pourquoi pas. Et c'est quoi la Ça m'est différence? déjà arrivé C'est une quoi fois, la donc j'ai différence dit centre financier. entre centre financier et agence d'escorte? C'est juste... On escorte les gens dans leur vie de tous les jours et on cherche leur bonheur financier. Alors, euh, merci d'avoir clarifié parce que Oui, j'étais oui, oui. confus, tu sais. Centre financier, s'il vous plaît. C'est S'il vous pas plaît. une agence. Per Je me favor. bats avec la compagnie que je représente pour ça. Et on veut absolument changer. J'aimerais vraiment qu'on change le nom d'agence à centre financier. Super. Retournons maintenant, faisons un time travel. Oui. Le petit Quelle bonne Blotor, le Oui. petit Blotor en Roumanie. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Ben, je suis né au milieu des années 70 en Transylvanie, en Roumanie.
dans une très très belle ville, Brasov. Pour ceux et celles qui écoutent, vous n'avez qu'à faire une recherche Google, c'est très beau. Ça a toujours été, puis c'est devenu encore davantage. Je suis enseignant à la base. En effet, j'ai un baccalauréat en histoire. J'ai une maîtrise faite en Roumanie, puis une autre partie s'était faite à l'Université de la Loire, à Nantes. Puis j'avais poursuivi avec des études doctorales, toujours en histoire. Et en tant qu'à y être, c'était l'histoire des idées. En effet, j'ai toujours été très intéressé, puis je continue à l'être en passant, à l'imaginaire social. Je ne sais pas si tu es familier J'ai avec ça. entendu le mot, mais Parfait. explique. Voir qu'est-ce qu'une communauté pense sur une autre communauté. Puis ce genre de dualisme très à la mode. Prenons le Québec, les anglophones face aux francophones, ou à l'inverse. Hier soir, je faisais les devoirs avec mon fils, puis on parlait de la Nouvelle-France, et on parlait des colons, et on parlait des Français qui venaient, puis qui devaient porter la bonne nouvelle auprès des Premières Nations. Donc, ça serait très intéressant de voir qu'est-ce que les Premières Nations pensaient des premiers colons, des Français qui arrivaient. Ça serait très intéressant parce que souvent on rit. Qui étaient-ils, les Mais Français est-ce qu'il y avait des écrits ou quelque chose là-dessus de ce qu'ils pensaient certainement, parce qu'on parle ici on est dans les années 1600, Ouais. mais s'il n'y a pas des écrits, il y a quelque chose, ça sonne un peu vulgaire, mais ça ne l'est pas, puis c'est une science très sérieuse. Ça s'appelle l'histoire orale. Et où on parle souvent, on va aller plus à la source. Mettons, je te donne un exemple concret. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, les communistes se sont installés en Europe de l'Est, en Roumanie. Puis, il y a eu une résistance dans les montagnes, comme des partisans. On voit ça un peu partout où il y a des conflits, où il y a un envahisseur, puis la population qui est sur place va essayer de se défendre. Alors, ce partisan, il luttait contre le régime communiste, puis ils l'ont fait jusqu'aux années 50. Alors, comment on va répertorier leur activité? Comment on va s'intéresser à quoi ils pensaient et comment l'autorité ou les autorités le voyaient? Ben là, qu'est-ce que les historiens ils ont fait? Puis j'en ai quelques-uns de mes collègues, on peut en parler plus tard, qui en ont fait ça d'une main de maître. Ils allaient dans les villages, puis commençaient à parler à des personnes qui avaient vécu ce genre de situations. Souvent, c'est les plus anciens, les plus vieux. Puis on les enregistre, un peu ce que vous faites ici avec le podcast, puis on va le garder. Puis dans 200 ans, on va l'écouter. On va le mettre dans un satellite. On va l'envoyer pour que les prochaines civilisations dans les autres univers nous découvrent et disent « Ah, OK. Ouais. » Mais la condition sociopolitique en Roumanie quand tu étais jeune, ça ressemblait à quoi? On était en pleine dictature. D'accord. Alors, c'est quoi vivre? Comment tu te sens dans la vie de tous les jours de vivre sous une dictature? Vous creusez très profond avec cette question, puisque dans la famille, on a un peu d'historique. Puis, loin d'être un dissident, loin d'être... il y a des gens qui ont beaucoup souffert, et par respect pour eux, je ne vais pas hyperboliser le vécu de ma famille, mais je vais me diriger un peu de deux côtés, côté maternel et côté paternel. Alors, côté maman, elle vient de l'Est, sud-est du pays, puis ils étaient des libéraux. À ne pas confondre le Parti libéral en Amérique du Nord avec le Parti libéral en Europe ou l'Europe de l'Est, puisqu'on représentait ou ils représentaient la droite. Et bien évidemment, la nouvelle... En effet, les gens sur place, le Parti communiste, considéraient ça comme la bourgeoisie. Alors, ne serait-ce qu'avoir un peu de terre ou être propriétaire de ta maison ou de la terre, tu étais considéré comme bourgeois. Alors, automatique, ça déclenchait une persécution. Et avoir ça, Solzhenitsyn, parlant des origines, il décrit un peu le goulag soviétique plus tard. Donc, ça rassemblait à ça. Et
bien évidemment, il y a eu de la persécution côté maternel, mais c'était plus, mettons, spectaculaire. Puis, je ne sais pas quelle caméra je devais regarder pour faire comme ça le geste avec les doigts, pour mettre les guillemets. Le plus spectaculaire, c'était côté paternel, où ma grand-mère, la mère de mon papa, 1949 a eu l'idée de décrocher un tableau représentant Anna Pauker, qui était la première ministre imposée par le Parti communiste russe, la première ministre roumaine à l'époque, découper ses yeux. Il y avait, on parle ici d'un tableau, hein, et mettre une cocarde tricolore, puis écrire sur ce tableau « Vive le roi », puisque la Roumanie était une monarchie sous la dynastie de Hohenzollern-Sigmaringen. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, ben, ça, on s'en va plus vers Napoléon III, puis c'est une famille allemande qu'on aimait beaucoup. Puis, donc, vive le roi, puis ça, ce qui lui a coûté 6 mois en prison politique. D'ailleurs, elle était considérée détenue politique avec un carnet à l'appui après 1989. Donc, on reconnaissait sa situation, puis on reconnaissait la lutte qu'elle avait portée contre le système communiste. Les 6 mois qu'elle a passé en prison, pour se faire une idée, surtout ceux et celles qui pensent qu'on est persécuté, puis qu'on vit mal en hémisphère du Nord et en Occident, ben, ma grand-mère Emilia, moi je m'appelle Émile, donc Emilia, avait passé 6 mois entre janvier et juillet. Mais les mois d'hiver et de printemps, les gardiens de prison mettaient de l'eau dans la cellule pour qu'elle ne puisse pas s'asseoir. Ah. Puis, chercher un peu plus de souffrance. En plus, on l'obligeait, question de la rééduquer, un peu, faire la référence avec le goulag de Solzhenitsyn, on avait cette idée de rééducation. Donc, pour qu'elle puisse comprendre le message, à l'occasion, elle était obligée d'assister à des exécutions. Qui on exécutait? Ben, souvent, c'était des bourgeois, des petits entrepreneurs, des notabilités locaux d'un village étaient considérés bourgeois. Puis, puisqu'on ne s'adaptait pas, il y avait une exécution sommaire. Mais toi, vie de tous les jours. Oui. Comme, admettons, est-ce que tu le sentais quand tu étais jeune? Oui. Pas très jeune parce que... jeune, en bas de 10 ans, on sent rien. Regardez, on n'avait pas de télé. On avait 2 heures de télé par semaine. Puis, en absence de tout autre divertissement artificiel, télé, jeux, arcade ou autre, on devait improviser. Je suis convaincu qu'il y a des études sur l'enfance dans un pays communiste. Je peux en parler de la mienne. J'improvisais beaucoup. Moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc j'avais une carte de la planète, puis j'ai voyagé mentalement. Ça m'a aidé à apprendre les capitales, ça m'a aidé à apprendre la géographie. Je faisais des voyages imaginaires non-stop. Ensuite, j'ai découvert la lecture parce que tant qu'à voyager sur une carte comme ça avec le doigt, il fallait en rajouter un peu plus de contenu. Et dans mon cas, c'était... je me rappelle très bien, j'ai découvert des livres écrits par un auteur allemand qui lui aussi voyageait imaginaire, Karl May. Lui, il a écrit sur un personnage Winnetou et Old Shatterhand. Et ces 2 personnages, en effet, leur aventure, ça avait lieu aux États-Unis, mais ce écrivain n'a jamais voyagé, n'est jamais sorti de l'Allemagne. Donc, un peu dans ce style. Puis, j'étais à la fois un cow-boy, j'étais indien, mais plus dans notre tête. Puis ensuite, dehors. Tout le temps, on jouait dehors, puis on inventait des affaires. Tu es resté là jusqu'à quel âge? Je suis né en 1976, sous le régime communiste jusqu'à 1989, puis je suis arrivé au Canada en 2003. Puis... 13 ans? Oui. Et si tu veux, en retournant un peu au régime dictatorial, puis à notre enfance, l'école. Il y avait l'école, on était animé beaucoup par ça, c'est là où tu faisais... C'est le réseau social, c'était autour de là où on habitait. Souvent, c'était un quartier... Je veux dire que le réseau social, dans ce temps-là, il fallait parler à des gens.
Tout le temps. Face à face, en le regardant dans les yeux, puis entre des blocs gris, tout comme on voit des fois, je vois des fois des images en Corée du Nord, ben, ça ressemblait beaucoup à ça. Pas d'électricité, puisque la Roumanie avait décidé, fin des années 70, début des années 80, sous Reagan. Je vais revenir éventuellement sur cet aspect tant qu'à parler d'histoire, avait décidé de payer ses dettes. Donc, comment on paye ses dettes? Ben, si on ne fait pas beaucoup d'argent, puisque l'économie n'aidait pas beaucoup, ben là, on va faire des réductions. On coupait sur l'électricité. Donc, pas d'eau chaude et pas d'électricité. Et ça, c'est tout le monde qui vivait ça. Donc, mettons, prenons le cas de Laval. Aujourd'hui, l'électricité il va fonctionner ce matin à Duvernay, mais ensuite, on va couper Saint-Martin. Puis ensuite, on va donner l'électricité à Chomédé. Puis ça va de soi avec l'eau chaude. On n'a aucune idée ici, en fait, du type de souffrance que les générations avant toi ont passé en Roumanie. Je veux dire, on est tellement gâtés, on est comme une select population au monde qu'ils ont tout. Moi, je ne souffrais pas. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que, par exemple, la génération du côté de ton père ou de ta mère, je veux dire, juste la description de la prison, je veux dire... Là, c'est atroce parce qu'on parle d'une génération née, mettons, si je prends celle de mes parents, née dans les années 50 et libérée dans les fins des années 80, donc ils avaient 40 ans. C'est fou. Tu as vécu toute ta vie dans la pénurie et surtout dans la peur. Puis revenant à l'enfance, pour moi, c'était la normalité. La tragédie arrive lorsque lorsqu'on a conscientisé ce qu'on vivait. Donc, puis je suis content qu'on parle de ça, puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ça, parce qu'il faut mettre un peu de l'ordre dans notre langage. Tant qu'à utiliser des mots style dictature, oppression, manipulation, ça c'était imposé. Probablement en hémisphère du Nord, dans l'Occident, on l'accepte. Ici, nous avons quelque chose qui est extraordinaire, le libre arbitre. Personne ne m'impose, à moins que j'accepte certaines, comment dirais-je, normes sociaux, et je les accepte, je les accueille, et je décide moi-même de vivre en fonction de ça. Nous avons le libre arbitre. C'est probablement un des plus beaux cadeaux qu'un monde libre et démocratique peut donner à ses citoyens. C'est pas à ne pas comprendre faire ce que je veux, mais j'ai toujours le choix. Alors, tandis que avant 1989, dans un pays avec un système totalitaire, dictatorial, il n'y a pas de choix. Tu vis tel qu'on te dit de le faire. J'ai toujours dit, pour avoir vécu dans d'autres pays puis avoir voyagé, la quantité d'options juste professionnelles qu'on a ici. Je veux dire, demain matin, tu te lèves, tu ouvres une business. Demain matin, tu n'aimes plus ton emploi, tu changes d'emploi. Dans ces pays-là, je veux dire, c'est même pas, les gens ne considèrent même pas ça. Je suis allé travailler à Taïwan. Si tu veux faire autre chose que professeur d'anglais en tant que, on va dire, étranger, bonne chance. On ne va pas être là pour toi. Là. C'est juste que tu es là pour, dans une fonction, goodbye, you know? Il y a un sociologue, psychologue américain que j'aime beaucoup, il s'appelle Mark Manson. Et lui, il parle souvent de ça. Il dit, tu veux changer de vie, change de cercle d'amis, change de territoire, là où tu te trouves. Puis hier, j'ai vu, comme ça, deux passages, tant qu'à y être, à Facebook. Il y en avait un qui disait, tout ce que tu as à faire, surtout quand tu es né dans un pays libre, démocrate, c'est que tu peux, c'est ton cas d'ailleurs, je crois, tu découvres quelque chose en quoi tu es bon. Et maintenant, si ça ne marche pas ici, tu peux aller aux États-Unis, puis certainement, il va y avoir des gens qui vont apprécier Absolument. La chose dans laquelle tu es bon et tu excelles, et ils vont te payer pour. Et je pense qu'en quelque sorte, c'était mon cas. J'ai jamais cru que j'allais faire de la vente. On m'a préparé, J'avais accepté d'être programmé, je parle d'acceptation de libre arbitre, parce qu'après 89,
C'est la démocratie. Imagine-toi, hier, tu étais un pays communiste et le lendemain, tu étais un pays démocratique. On vit un peu par réflexe pendant les années, bonne partie Comment des tu années sens 90. le transfert de ça, comme dans le everyday life? Qu'est-ce qui change? Tu passes de communiste à... Oh my God, je me rappelle Qu'est-ce qui comme si change? c'était hier, Vas-y. 22 décembre 1989. Je me rappelle, en matinée, le dictateur Ceausescu, à l'époque, avait eu la très mauvaise idée comme ils disent le langage des gens, de caler une démonstration. Puisque déjà le 16 décembre 1989, dans une ville frontalière proche de l'Hongrie et de la Serbie, l'ancienne Yougoslavie, il y avait déjà une situation assez dramatique. Puis, en réaction à ça, le dictateur à Bucarest, dans la capitale, avait demandé au peuple de sortir, puis s'attendait à beaucoup d'appui, puis c'était vraiment le contraire. Donc, imagine-toi, je regardais ça à la télé, on voit les gens siffler, on voit les gens huer, puis tu vois une heure plus tard, le dictateur quittait en hélicoptère, puis on se souvient très bien, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire contemporaine, le 25 décembre 89, il avait été exécuté. Et by the way, fait cocasse, beaucoup de dictateurs, ils ont perdu leur vie dans une journée avec une signification forte religieuse. Ceausescu et sa femme, le 25 décembre 89, Saddam Hussein, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était à l'Aïd, était pendu à l'Aïd. Puis je pense que si on regarde un peu plus en détail, il y en a d'autres qui en ont écopé ça. Donc, le lendemain, le 23 décembre, on était un pays libre. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était est-ce que je vais pouvoir regarder à la télé le championnat, la Coupe du monde de football qui avait lieu en Italie, Coppa del Mondo en 90. Alors, j'avais 13 ans. C'était le seul souci que j'avais. Et ensuite, j'ai commencé à me questionner, qu'arrive-t-il avec l'argent? Parce qu'on avait notre monnaie, puis je voulais que ça soit la marque allemande ou le dollar américain et tout ça, puis ce n'était pas ça. Mais c'était un moment de joie. Les gens, ils se tenaient ensemble, les gens, et ensuite, il y a eu un clivage social qui s'est installé, comme dans n'importe quel autre pays qui vit des situations de ce style. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as fait le move au Canada? Oh my God! C'est quoi le trigger? Est-ce que tu l'as fait tout seul ou c'est avec tes parents? Comment ça s'est fait? Tiens, je vais te faire un aveu. Vas-y. Première des choses, puis ça fait rigoler des fois, c'est que il y a ma mère qui me poussait parce que je m'en allais nulle part, fin de l'université et puis tout ça. Puis ma mère, elle avait travaillé beaucoup, dans beaucoup de places. T'avais quel âge la fin de l'université? J'étais accepté en 94, j'ai terminé en 98, 19, 20 ans. Et mais t'as dit que tu es arrivé ici quand tu avais 13 ans? Non. À quel âge? Non. J'avais 13 ans en 89 lorsque la dictature est OK, tombée. parfait, j'avais mal compris. Donc, Puis t'es arrivé moi, ici, je suis t'avais quel arrivé âge? en 2003, 26 ans. OK, 26 ans. 26 ans, parfait. Je m'en allais un peu nulle part. Je te cherchais. Oh, beaucoup. Puis j'ai commencé à travailler à la radio. OK. Longtemps, mais En Roumanie. En Roumanie. Parfait. On s'entend que ça, c'était excellent quand tu as 20 ans. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup en écoutant des gens à la quarantaine ou 50 ans. Moi, que c'était un radio parlé, mais sinon, moi, je travaillais en FM. C'était le moment où il y avait beaucoup de boys band et tout ça. Sincèrement, je m'en allais nulle part. Et par le même principe que j'ai découvert tard, où tu veux changer de vie, tu changes géographiquement. Carrément, change de place. Et c'est comme ça, c'était un coup de tête. Ma mère, elle me poussait beaucoup. Puis je sais que c'est pas trop masculin, mais j'écoutais ce que maman T'as bien fait d'écouter maman. avait dit. Mais Oui, maman a raison. maman a raison. Maman avait raison. Avait raison. C'est Puis ça. je me félicite. Oui. J'ai découvert, pratiquement, ça m'a donné la possibilité de remodeler. Mais c'est drôle cette histoire-là de chercher, tu ne trouves pas? Parce que moi aussi, j'ai allumé techniquement quand même assez tard. À 26 ans, 27 ans même, je voyageais à le monde, je pensais que j'allais être un ninja en Thaïlande, je voyageais, je cherchais. Non, puis j'avais toujours le feeling que ici, si je restais ici, j'allais me conformer
à la job 9 à 5. J'avais plein d'idées dans la tête. Je me disais, ah non, il faut que je voyage. Puis là, je me souviens, ma mère, juste avant de partir, elle me dit, tu sais, Elias, ta tête, là, elle va te suivre partout. Elle m'a dit ça avant que je quitte. Wow. Hein? Et là, je suis parti, 1 an et demi, oui, ma tête me suit partout. Je reviens ici, là, j'ai dit, OK, là, il va falloir vraiment que je me regarde dans le miroir, puis je prenne un grand regard sur comme je suis tout croche, comment je pense de la vie. Puis là, ça a commencé, les changements ont commencé. Mais pas avant 30 ans. Je dirais à 30 ans, 29, 30 ans, on peut dire que je commençais à devenir un adulte responsable. Un adulte responsable. My God. C'est drôle, hein? Avant ça, cas... j'agissais un peu comme un adolescent, tu sais, une adolescence qui s'est étirée jusqu'à 30 ans. Puis après ça, je dis, OK, il faut que je mette mes... Puis c'est plus par rapport au début, c'était ma santé. Après ça, c'était ma tête, tu sais, la psychologie, qu'est-ce que je fous dans la vie? Tu sais, des grosses questions, là, tu sais, mais tu te poses... Quand tu es avec tes parents ou tes parents sont là, tu sens un peu leur... comment je pourrais dire, leur pression, tu sens aussi leur protection et tout ça, on dirait, ça résonne plus tard. Sur le moment, tu fais comme, je me rappelle, j'étais encore à l'université et j'ai lu un livre qui s'appelle Les Américains. Et je suis un grand fan du continent nord-américain et des idées développées, surtout au niveau social aux États-Unis. Je ne me rappelle pas, ce sont 2 sociologues qui se sont penchés sur le sujet, à savoir quand est-ce que les garçons et les filles aux États-Unis prennent une décision de qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. Et les auteurs, ils disaient, il y en a 2, ils disaient, plus tu l'as fait tôt dans la vie, mieux que c'est. Et ils ont découvert que l'âge moyen aux États-Unis, c'était 16 ans. Wow. Et c'est devenu, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était devenu une obsession. Puis, mais à quelle époque, 16 ans? C'est ça, c'est une... Non, là, on parle d'une étude qui date de fin des années... en effet, sur les années 90. Puis, quand on regarde au niveau générationnel, on s'aperçoit, surtout en Amérique du Nord, je pense que, pas à l'œil nu, mais peut-être plus au niveau statistique, on voit que c'est pas pour rien que c'est une des économies les plus fortes en Amérique. C'est une des économies les plus fortes au monde. Et pour moi, c'est devenu une obsession. J'essaie de transmettre ça à mes enfants. Je me rappelle, ma fille, probablement, elle va l'écouter ici. J'ai tout fait pour la manipuler depuis sa garderie. Hey, écoute, Anna-Maria, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire. Et n'oublie pas de le mettre par écrit. Je lui avais dit ça et j'ai oublié. Et récemment, il m'a dit, hey, papa, mais tu me l'avais dit, j'avais 12 ans. J'ai écrit mon objectif de vie et ce que j'allais faire. Et je dois suivre ça. Je suis très content. Et je m'en excuse, j'espère que je n'ai pas bousillé complètement ça. Mais non, on veut le meilleur pour nos enfants. Là. Les méthodes changent, mais on veut le meilleur pour nos enfants. Au niveau de une fois que tu es arrivé ici, oui. Tu as commencé à travailler dans ton milieu ou non? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Parce que j'étais un peu dans le déni. Je me rappelle, j'étais dans l'avion, puis je me demandais comme probablement 3/4 des immigrants, à moins qu'il y en a, ils sont spécialistes, puis ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Mais je me dis, mamma mia, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne parle même pas la langue. Tu parlais pas français ni anglais? Très peu. Puis je me mentais, comme la grande majorité des gens, on se raconte des histoires, puis on se donne. Moi, je suis bon, je parle français. Oui, j'avais fait des études en France, mais parler avec des jeunes demoiselles, juste par le geste, ça va très bien des fois. Et surtout quand tu es habillé comme ça. Oui. Et j'étais dans l'avion et je me rappelle, mon français a été mis à l'épreuve par mon voisin qui était un Français. Et ça me faisait peur parce que je l'entendais un peu, oui, salut, ça va, tu viens de où et tout ça. Ça me faisait peur. J'ai dit, my God, je vais lui répondre juste par des oui et des non. Et par hochement de la tête comme ça. Puis à un certain moment, je me rappelle, on survolait Gaspésie, puis je le vois, on ouvre le hublot et tout ça, puis il regarde, il dit, et voilà, la terre. Et tout ce que j'ai pu rétorquer, c'était oui, effectivement, la terre, sans me rendre compte que j'utilisais son accent aussi. Alors, mais c'est là, en ce moment-là,
précisément, j'ai réalisé, my God, je suis nul. Nul et non avenu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je peux même pas porter une discussion banale avec mon voisin dans l'avion. Combien de temps ça t'a pris à être à l'aise en français, de discuter avec quelqu'un ici au Québec? Écoute, j'ai vécu un drame parce que j'arrive, puis j'avais un colocataire qui était roumain comme moi, puis lui était prof de français anglais, puis un peu comme toi, il avait enseigné à l'extérieur, tout et tout, mais on avait une voisine qui venait de la Gaspésie. Puis que je ne comprenais pas du tout. Et les seuls mots que je comprenais, c'était maxi et provigo. Et j'essayais chaque fois de porter des discussions comme ça, très, très simples et banales. Et chaque fois quand elle disait, j'entendais maxi, ben je disais, oui, du pain. Maxi et provigo, et Ikea. J'ai commencé le cours de francisation, puis tranquillement je commençais à être à l'aise et je me rappelle, je m'obligeais et j'ai bien fait, sans savoir, j'ai découvert un outil extraordinaire de communication. Je rentrais dans des magasins et avec un regard comme ça, des yeux de biche, j'implorais les vendeurs de m'approcher et me poser des questions parce que j'étais obligé de parler. J'étais vraiment obligé, puis j'étais obligé de répondre. Puis je peux pas te dire combien de fois il a fallu que je m'en vais essayer des pantalons et des chemises que j'en voulais pas, mais j'étais trop gêné pour dire que je suis là pour apprendre le français. Je me suis obligé à écouter, je m'obligeais vraiment non-stop d'écouter la radio parler. Et je me suis dit, meilleure affaire, c'est d'aller à la bibliothèque. Puis, moi, j'aime beaucoup les biographies. Et je me rappelle mes premiers profs de français au Québec, c'est un gars qui s'appelle, d'ailleurs que je recommande à tout le monde, c'est un historien russe, s'appelle Dimitri Volkogonov. Il a écrit la biographie de Staline. Et j'ai lu la biographie de Staline en 2003 en arrivant au Québec, juste avant l'hiver 2003-2004. Alors j'ai appris pour apprendre le français. Cool. Puis, dans ton type de métier, avant que... Là, tu as fait un changement récemment, on pourra en discuter, mais avant, tu étais directeur des ventes. Non. J'étais vendeur, tiens. Vendeur, disons vendeur. Et dans la façon que tu me parlais de la vente et dans le fond, de tes collègues, il y avait beaucoup un aspect de motivation. Okay? Une façon de... une approche client, mais aussi une façon d'être motivé. Okay? Motivé dans la façon d'être. Puis tu m'as toujours paru quelqu'un qui... Je t'ai rarement vu les yeux baissés. Tu as toujours été quelqu'un que tu rentrais, tu avais toujours une attitude positive. Oui. Je ne pense pas que ça vient naturellement, ça. Non, pas du tout. Pas du J'aimerais ça savoir un peu ton thought process et qu'est-ce que tu fais pour être motivé, pour te lever le matin, pour motiver tes troupes. Un peu cette discussion-là, j'aimerais avoir avec toi. Commençons par toi. Oui. En effet, encore une fois, le hasard est un peu comme l'immigration. Changer d'emploi, j'ai toujours voulu être prof. Et enseigner, et parler aux enfants, puis parler du passé, l'histoire, ça me plaît, c'était ma passion. Puis, j'arrive au Canada, puis il fallait me réinventer. Il fallait que je me donne une justificative économique à mon immigration. J'avais trop honte face à mes parents et à moi-même pour ne pas réussir. By the way, je n'avais pas défini la réussite personnelle. Souvent, on l'associe avec l'argent. J'étais un peu dans ça. Donc, je me cherchais quelque chose qui pouvait me donner un gros revenu. Mais sans trop réfléchir et sans trop penser et rentrer dans les détails. Et j'en ai entendu que pour faire de l'argent en Amérique du Nord, soit tu gagnes au loto. Il y en a un, M. Jean, je l'ai vu récemment, il a gagné le gros lot. Lui, ça marche. Soit tu vas hériter de l'argent ou soit tu fais de la vente. Et je me suis dit, quelle vente? Je ne suis pas entraîné pour faire ça. Alors, j'arrive à mon employeur actuel, à l'Industrielle Alliance, et on me dit, tu dois vendre des services financiers, des produits que je ne connaissais même pas. Alors, à partir de là,
j'ai commencé à travailler sur moi-même. De un, le français. De deux, mon comportement, mon gestuel, etc. Mais le plus grand déclic, et je pense que c'est là où tu veux qu'on arrive, c'était l'arrivée de mon enfant, de ma fille. Et ma fille est née en 2006. Puis, soudainement, de nulle part, je me rappelle, j'étais dans mon auto et je me dis, quel papa de... Est-ce que je peux parler un peu plus? Comme tu veux. OK, pas. Quel papa de merde suis-je si je donne pas un bon exemple? Et ensuite, je commence à me faire tout un processus moral et personnel. J'ai dit, ben parfait, qu'est-ce que je vais démontrer? Qu'est-ce que je vais montrer à ma fille? Parce qu'éventuellement, elle va m'imiter, elle va vouloir me rassembler. Mais j'ai dit, c'est impossible qu'elle ressemble à cette con et à cet idiot que j'étais en ce moment-là. Peut-être que je suis un peu moins maintenant, mais je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Et à partir de ce moment-là, précisément, je suis content que tu me poses cette question parce que des fois, là, je me cherche, puis en manque des idées, il faut qu'on revienne à nos rêves d'enfance, puis à ce qu'on faisait de bon à un certain moment. Je me suis mis à faire le contraire, Elias, le contraire de tout ce que j'ai fait jusqu'à ce moment-là. J'avais peur de contacter les gens et leur offrir mes services. Précisément, cette journée-là, j'ai fait le contraire. J'ai pris le téléphone, j'ai commencé à solliciter tout le monde puis leur offrir mes services. Wow. Le contraire, carrément. Je me battais constamment avec mon directeur ou mes directeurs à l'époque parce que j'avais pas, je proviens d'un système communiste très hiérarchisé. Alors, t'es qui toi pour me donner des ordres? Donc, si tu n'avais pas des études universitaires ou une réussite monétaire appréciable, ben, je n'écoutais pas, sans faire attention que cette même personne pouvait m'aider ou qu'elle voulait m'aider. Ouais. Alors, j'ai commencé à faire le contraire de ça. Je me suis débarrassé de ces genres d'idées que j'avais. Puis, ben bizarre, ça a commencé à marcher. Ça a commencé à être intéressant. J'ai commencé à me découvrir, j'ai commencé à découvrir des qualités que je ne pensais pas en avoir. Soudainement, les gens, des gens que je ne connaissais pas ou des communautés différentes, ben, ils se retrouvaient. Puis c'est comme ça que j'ai découvert aussi la définition de mon marché naturel. On dit toujours, moi je suis un immigrant, puis on va m'encapsuler dans la catégorie des immigrants. Mais migrant, quel immigrant? Migrant parce que je viens d'ailleurs, parce que je représente une communauté. Et là, soudainement, j'ai trouvé que j'ai des affinités incroyables avec des Canadiens français. J'aime moins dire québécois. Donc, Canadien français, je me sens très bien. Je me sentais très bien accueilli par des gens de Caraïbes. Alors, le fait de lire, le fait de m'intéresser un peu à l'histoire, ben, je pouvais facilement entamer des jasettes avec des gens. Le fait d'avoir travaillé à la radio, où on était obligé de faire des interventions style BBC, ou 1 minute, 1 minute 30 pour dire quelque chose d'intéressant, ben, ça m'aidait à connecter avec les gens. Mais sauf que, avant que ma fille arrive au monde, je ne faisais pas ça. Souvent, les gens ils me disaient, avec un langage très, tu sais, langage de bois corporatif, sortez de votre zone de confort. Quelle zone de confort? Je ne comprenais même pas l'idée. Quelle zone de confort? Moi, je déjà parlé français, ce n'était pas confortable. Mais non. Se mettre vraiment sous question, puis vraiment carrément me dire, hey, t'es un idiot. T'es vraiment un imbécile et tu t'en vas nulle part. Et pourquoi avoir voyagé 12 000 kilomètres pour aller droit dans un mur? La venue d'un enfant peut avoir différents effets sur un homme, là. Je pense qu'il y en a qui quittent, il y en a qui... Tu sais, il y a un range of... Puis je sais pas pourquoi, si je suis certain, ça... Moi, je me souviens, qu'est-ce que je m'étais dit? C'est tout simplement, là... Tu vas arrêter de niaiser, tu vas prendre le temps que tu as, puis tu vas maximiser le temps que tu as. Il y a moins de temps à faire des niaiseries maintenant que tu as des enfants. Mais j'étais déjà en train de cheminer dans cette direction-là. Mais je me souviens, comme toi, le moment que ma fille est venue, oh, now the shit is real, now we're in business. Tu vois, j'avais cette réflexion-là. Je vais faire ma job encore plus sérieusement. Je vais prendre tout plus sérieusement. Tu sais, je serais moins... Ça a comme cimenté pour moi. Ça a cimenté quelque chose que je faisais. Ça m'a fait, OK, là, on est un papa, là. On n'est pas
Là, on a une responsabilité pour vrai. C'est pas juste une responsabilité mentale créée sur moi, ma vie. C'est une deuxième personne qui dépend de nous maintenant. Je me suis dit, ben, tout le monde, on est des mammifères, donc n'importe quel autre mammifère peut avoir des bébés. Exact. Je me dis, c'était la partie très facile. Mais là, maintenant, assumer la responsabilité et lui servir de modèle, passer la connaissance. Ouais. Mais quelle connaissance? Si j'ai pas de l'expérience, si je mène une vie... Mais à propos, j'assume ce que j'ai dit, mais je disais ça. Rien que ce matin, je disais à un groupe de représentants, on avait mangé ensemble, j'ai dit, généralement, la grande majorité des gens, je pense 3/4 d'entre nous, Mark Manson a une bonne idée là-dessus, on mène une vie plate. De la naissance, mais vraiment plate. Le même sport, on regarde les mêmes émissions à la télé. Ensuite, à la vie adulte, si on est chanceux, on va terminer l'école, on rencontre quelqu'un, on peut avoir une vie de couple jusqu'à un certain moment. En hémisphère du Nord, les gens divorcent rapidement. On voit les stades, nous, en assurance, en service financier, on voit des statistiques. Et je vois maintenant des gens, après dépasser 60 ans, ils se séparent en proportion au-delà de 35%. Mais généralement, c'est plate. Et je me suis dit, avec l'arrivée de ma fille, j'ai dit, tout sauf ça. Puis quand tu fais de la vente de services financiers, soit un produit que tu ne vois pas, et tout a une connotation négative. Pour en bénéficier, il faut mourir, être malade, tomber, être accidenté, ou épargner puis en bénéficier de l'argent très tard dans la vie, après des années. Je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'être plate. À date, j'ai l'impression d'avoir... mais ça, c'est quelque chose que je pense, Mordicus, c'est que tu peux prendre n'importe quel métier puis le rendre le fun. Tout est une question d'attitude. Tu sais, moi j'ai un de mes amis qui m'a dit une fois, puis c'est une phrase qui résonne toujours dans ma tête. Il m'a dit, Ilias, on n'a seulement qu'un tour dans le carrousel. Tu ne vas pas te réincarner dans une autre vie puis améliorer ta condition. Puis moi, j'ai toujours cru, ou bien tu changes de job ou tu changes d'attitude. Tu n'as pas d'autre option. Quelqu'un qui va me dire, ouais, mais tu sais, je me fais chier au travail, mais tu sais, j'ai une pension, puis tout ça, je peux pas changer. Je me dis toujours, tu as un tour dans le carrousel. Je m'en fous. Dans ma tête, je me dis, pension, pas pension, tu as un tour dans le carrousel. Fait que tu acceptes de te faire chier sans changer d'attitude, sans changer ta condition, à garder un travail qui te rend misérable. Tu n'es pas bien dedans, visiblement. Wow. Tu te plains depuis déjà 20 ans et tu acceptes. Ben, OK, tu as accepté ta situation. Moi, je ne vis pas ta vie. Mais moi, j'ai fait d'autres choix dans ma vie et les choix que j'ai faits peuvent paraître risqués pour certains. Mais moi, je me dis toujours dans ma tête, je ne manquerai jamais d'argent parce que je suis débrouillard et je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Et je vais m'organiser pour moi, les 10 prochaines années, à faire encore plus que qu'est-ce que j'aime que je fais en ce moment. That's it. Je ne demande rien d'autre à la vie. Je vais m'occuper de mes enfants. Je vais faire des choses le fun avec ma femme. That's it. Je veux rien d'autre. Je veux pas dream big. Le monde des fois quand je rencontre, tu sais, les vrais de vrais, là, tu sais, les business là, qui vont te rencontrer. Là. Ouais, mais toi, là, dans 10 ans, là, comment tu projettes ta compagnie? C'est quoi ton stratégie d'affaires? Puis là, je le regarde, je dis, j'en ai pas. Il dit, non, ça se peut pas. Je dis, non, je te dis, je veux pas réfléchir à ça. Ce que je veux réfléchir à, c'est est-ce que mes clients en ce moment reçoivent le meilleur de notre compagnie? C'est tout. Si ça va, j'ai vu ebb and flow, right? On a eu COVID, on a eu, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. Mes chiffres ne suivent jamais les dépressions financières. Jamais. Fait que je peux même pas me dire, ah shit, il va y avoir une récession, je dois m'inquiéter. Pour une raison X, depuis 20 ans, il n'y a jamais eu un dip dans mes inscriptions lorsqu'il y a un dip dans l'économie. Ça reste toujours steady. Fait qu'à comprendre, je ne sais pas quoi comprendre. C'est phénoménal, hein? J'ai abandonné l'analyse. Je me dis, la vie est difficilement prévisible. Et je peux me faire des projections. Peut-être c'est un wishful thinking. C'est bon de faire des projections parce que, bon, moi, je ne suis pas un big business, mais je peux me faire des projections. Mais en même temps, la plupart du temps, même si je fais mes projections, et si j'en fais, ça ne fonctionne pas. Et je le sais que même les meilleurs économistes ont de la difficulté à faire ça, de dire qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, comment le behavior des gens sur le terrain va influencer les marchés financiers. Là, le monde va dire, on va faire ci, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Puis finalement, ça ne se passe pas comme ça.
Pour des gens normaux, il y a un autre auteur, ça va être une inflation d'auteurs dans notre conversation aujourd'hui. Il s'appelle Brian Tracy. Ouais. Et lui, il dit tout ce qu'on fait, en effet, il est prévisible. C'est prévisible, puis on peut même pas besoin de planifier. Tu restes discipliné, tu fais d'une manière répétitive et machinale les mêmes affaires, surtout que ce sont des bonnes choses. Dans mon domaine, solliciter, demander des références, faire des bonnes analyses de besoins, puis rester conforme jusqu'au bout des ongles, à un certain moment, ça va finir par payer, puis être intéressant. Là, tu parlais on n'a qu'un tour dans notre arsenal. Les Romains, ils disaient ça carpe diem, malheureusement. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, carpe diem? Ça, c'était les généraux romains qui partaient à lutte, puis aux batailles, puis disaient, écoutez, on n'a il faut vivre le moment, mais c'était d'une manière positive. Malheureusement, cette expression qu'on voit si souvent tatouée, des fois même avec des erreurs, sur des gens où on l'interprète mal. On parle plus d'abus et puis d'excès de nos jours. Ouais. Mais je dirigerai la conversation plus vers... L'auteur m'échappe, mais il y a un livre extraordinaire qui s'appelle The Denial of Death, où on parle en effet, de l'importance du moment présent. Mais quand je dis l'importance du moment présent, je ne parle pas dans un contexte très motivateur, coach de vie. D'ailleurs, une industrie que je n'aime pas. Puis Pourquoi? Je ne pense pas qu'on a besoin de ça. Lisez ça, The Denial of Death. D'ailleurs, c'est ce qui me motive actuellement. Je peux mourir demain, je fais quoi? Il y a deux choses, en effet, qui me motivent. Ah tiens, je t'ai même pas répondu à la question. Vas-y. Qu'est-ce qui me motive? Deux choses. Vas-y. La mort et je peux mourir demain. Puis imagine que j'ai encore 10-15 secondes. Puis c'est pas une mort, je me fais pas manger par un crocodile. Crocodile, comme on dit au Québec. Aéroport. Non, je me fais pas manger. OK? Et j'ai quand même 10-15 minutes. J'ai dit, tiens, tu meurs maintenant. Petit con. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'allais au travail, puis je suis revenu, et j'ai eu des enfants. Pouf! Les lumières s'éteignent. Des fois, dans notre sport, on sait, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand on nous choque, quand il y a une strangulation et on ne tape pas si vite et on perd connaissance, je ne sais pas si c'est arrivé, mais c'est arrivé 3 fois, tu n'arrives pas trop... conscientiser le moment. Et je me dis, des fois, là, je dis, tiens, je la sens venir, puis... Non, mais attends une minute. Ça t'est arrivé 3 fois déjà? Oui, mais ne s'éloignons pas de sujet. On revient là-dessus parce que c'est drôle dans mon cas. OK? Puis, deuxième chose qui me motive, puis je veux qu'il y ait du contenu dans ma vie, c'est que, imagine, j'ai vécu longtemps. J'ai vu au-delà de 70 ans, 80 ans, et j'ai des petits-enfants. Et un soir, les petits-enfants, il y en a un maintenant, il me dit, « Hey, grand-papa, papi, tiens, je suis au Québec, papi, raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ta vie? » Puis, je ne vais pas commencer avec un long soupir comme ça, juste pour me donner du temps à me rappeler les 2-3 choses méga plates, ou la fois où j'ai accepté un job dans lequel je n'étais pas heureux, ou travailler avec quelqu'un que je n'aimais pas, ou hey. Tu veux pas devenir un vieux grincheux. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça, c'est très honorable. Puis je pense que ça, c'est un state of mind. Libre arbitre, libre choix. Nous avons ce beau cadeau merveilleux. Il faut s'en préparer. Je vais t'amener dans cette discussion-là au niveau de ce libre arbitre-là que toi, tu es capable d'apprécier. Oui. Parce que toi, tu as vécu le contraire. Oui. Maintenant, tu vois tes enfants. Est-ce que tu sens ou tu es capable de transférer ça? Parce que je sais que ça peut se perdre à travers les générations. Je ne sais pas. J'ai fait de mon mieux. Puis chaque fois, je me dis, j'ai empoisonné la vie de mes collègues de travail en leur disant toujours, mais qui suis-je, moi? Avant de donner un conseil, avant de me prononcer sur un sujet, mais qui suis-je? Même affaire, j'apprends de mes enfants, donc c'est du donnant-donnant. Malheureusement, on a cette idée parce que
Vois-tu, puisque je suis âgé, je tape à la porte de la cinquantaine très bientôt. J'ai dit, écoute, j'ai 48 ans, 49 ans bientôt. Moi, j'en sais. Toi, là, Tim Morveux, 9 ans et demi, mon fils, toi, tu n'en connais rien. Écoute et prends-en note. Pas vraiment. Pas vraiment. Rien que dans la semaine, mon fils, il me disait, écoute, papa, il fait le même sport que nous. Il me dit, papa, j'aime beaucoup les examens à l'école. J'ai dit, ah oui, pourquoi? Il dit, tout justement, c'est un peu comme une compétition de jiu-jitsu. Et comme le coach nous dit, ayez du fun, encouragez vos amis, puis même dans la défaite, prends-en note. Et là, je l'écoute, je me suis dit, mon Dieu, t'es vraiment un idiot. À 48 ans, j'ai pas cette minding, j'ai pas cette façon de faire. Donc, qui suis-je moi pour... Bien évidemment, je fais de mon mieux. Je pense que ça passe. Une fois on encadre, puis on met des règles normaux, puis on fait les bonnes choses, puis on reste strict dans nos affaires. Je pense que ça marche. Puis, dans mon cas... Parlons du Jiu-Jitsu. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ton histoire de départ de Jiu-Jitsu. Comment ça a commencé? Ah, c'est terrible. Puis, s'il te plaît, partage-nous parce que ça vaut de l'or. Oui. Première des choses, moi, j'ai joué au tennis. Donc, j'ai jamais fait... le tennis et le ski, les deux seuls sports que j'ai pratiqués, encadrés, puis surtout le tennis. Et avec un coach, puis avec un suivi, puis un peu de compétition. Pas beaucoup, mais un peu de compétition. Puis... c'est un sport que j'aime puis que je connais bien. Alors, je me rappelle, j'ai cherché un art martial pour ma fille. J'ai dit, il faut qu'on lui inculque la discipline. Et si on n'est pas capable, on va comme la grande majorité des parents qui amènent leurs enfants au Dieu, on va déléguer ça à un sensei, à un coach. Heureusement pour moi, heureusement pour nous, on est bien tombé. Mais je me rappelle, j'ai cherché un dojo. Et j'avais entendu parler de Jiu-Jitsu. Mais ma seule idée, c'était que le Jiu-Jitsu que moi je connaissais, quand j'étais petit, ma mère il me disait, tiens, c'est comme les Japonais qui plantent les doigts dans l'œil de quelqu'un d'autre, de son adversaire. C'est ça le Jiu-Jitsu. Et j'étais convaincu qu'on va m'apprendre des techniques pour éviscérer les gens, puis sortir les yeux. Avec les doigts, comme ça, tu sais, un doigt de chaque côté du nez. Show me the secret technique. Secret technique. Ouais. Puis, j'étais au centre commercial Rosemère, puis je vois notre coach, il faisait une présentation, puis c'était très spectaculaire et tout ça. J'ai pris une carte d'affaires que ma femme a perdue. Bien évidemment, c'est ma femme la responsable. C'est elle qui a mal fait. Puis... finalement, j'ai réussi à retrouver le dojo, j'ai retrouvé le coach, puis j'ai inscrit ma fille. Et j'ai commencé à être papa de Jiu-Jitsu. C'est lui qui accompagne son enfant, puis qui pense savoir comment ça se passe, et comment ça marche. Et j'ai commencé à donner des leçons à ma fille. J'ai dit, hey, comment ça, t'es pas capable de te lever debout. Puis pour ceux qui ne connaissent pas le sport, on sait très bien qu'un des objectifs, c'est d'amener l'individu au sol puis le tenir là-bas. Et j'ai dit, t'es nul, toi. Et là, notre coach, m'entend puis dit, hey, monsieur, puis il a très bien fait. Il a changé ma vie à ce moment-là. Il dit, tant qu'à lui donner des conseils, pourquoi pas vous, monsieur? Pourquoi pas vous? Il m'a regardé, on sait un peu, avec un regard, les yeux pliés comme le ballerin russe, Rudolf Valentino, hein, les yeux pliés comme ça. Il dit, faites, essayez-les. Mais ta fille aussi t'a dit quelque chose à un moment donné. C'est ça, je m'en dis. Écoute, rappelle-moi, parce que... Tu m'avais dit qu'à un moment donné, tu coachais ta fille. Puis là, ta fille a serviré, toi, viens le faire. Ah oui, ça, oui. C'était gold. C'est là où je lui avais dit, Okay. Écoute, lève-toi debout. Ouais. Puis elle lève la tête avec les yeux dans toutes les avec les cheveux dans toutes les directions. Il dit, papa, fais-le toi-même. Je l'aime, celle-là. J'achète mon gi, un peu machinal, sans savoir. Sincèrement, même si le coach me demandait $1000 pour le gi, j'allais le payer. Parce que je me suis dit, il faut que je donne l'exemple. Et pendant que je l'achetais, je me dis, qu'est-ce que tu es con, idiot. Qu'est-ce que tu fais? J'aime même pas ça. Et l'idée de voir quelqu'un transpirer sur mon visage n'était pas bonne. En plus, ça, j'ai oublié de te dire. Je veux te dire ça. Avant même que j'amène ma fille, je me suis dit, moi, je vais voir le dojo. Je vais regarder et je vais me faire une idée. Et je me rappelle, je rentre
Et Luciano est venu nous voir, me voir, puis on jase, mais je ne peux pas me concentrer sur ce qu'il me disait parce que je regarde par-dessus de son épaule. Et c'était un cours où les gens, ils luttaient, mais sans kimono, on appelle ça no-gi. Puis je vois deux personnes, deux hommes, et qui se donnaient, qui se faisaient comme des câlins, comme ça, ils se plaquaient au mur. Et il y en a un d'eux qui était habillé avec un habit comme ça, un lycra, puis qui rassemblait un costume. Oui. Et pendant que Luciano m'expliquait un peu l'horaire, comment ça et à quel point ça va changer ma vie, puis que c'est intéressant pour les enfants, je me dis, mais de l'autre côté, il y a deux hommes qui se tiennent comme ça, habillés comme des patineurs de vitesse. Je me dis, comment je vais expliquer ça à ma femme, que je vais amener ma fille ici et faire ça. The place to be. Oh my God, j'étais tellement gêné. Je me suis dit non. J'arrive à la maison, puis j'ai dit, écoute, c'est extraordinaire. Il faut voir, c'est la masculinité comme ça, c'est dur. Puis, tu vas voir, on va transformer notre fille, va être incroyable. Et quand j'ai acheté mon kimono, c'était exactement la même histoire. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais pourquoi? Ma vie était tellement belle, tout allait bien, j'ai réussi bien mon travail. Pourquoi faire ça? Mon premier cours, je sais, je me suis habillé à la maison, j'ai mis la ceinture blanche qui vient avec, tout ça. Sincèrement, je pensais que j'étais transformant, un super-héros. Et d'ailleurs, on l'est en faisant des choses qui nous sortent de notre confort habituel, terne et plate. On le devient. Ça s'appelle le Jiu-Jitsu ou autre chose. Oui, mais le Jiu-Jitsu, ça répond à plusieurs choses, mais il y a un aspect très primal. Tu sais, je veux dire, c'est très physique, oui, mais il y a la bataille. Nous, quand on était jeunes, on se tiraillait naturellement. Tu parlais de mammifères tantôt. Oui. Les mammifères, ça joue, ça se tiraille, des tumbles, des plays. Puis c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais... et en avec même temps, exercice physique, self-defense, tout ça, mais ça répond à quelque chose, comme une bonne discussion, ça répond à un aspect social qu'on a inné en nous. Bon tiraillement entre deux gars, là. Ça fait du bien, tu sais. Oui, absolument. Fait qu'il y a comme un bon feeling qui sort de ça. Mais aussi, je voulais revenir au papa du Jiu-Jitsu. Oui. Puis on voit ça. On voit... puis on parle pas d'encouragement. Là. On parle ici des parents qui disent « OK, lève-toi, fais ça. Non, l'autre bras. » Puis l'enfant est là, il capote. Moi, j'ai tout fait ça. C'est certains se donnent à cœur joie, certains un peu plus, un peu moins. Mais ce que j'ai remarqué quand on fait du Jiu-Jitsu, c'est que la façon qu'on va, si on intervient, on va intervenir différemment parce que tu regardes l'enfant, il est complètement smash. Puis l'enfant, mettons, tu vas lui dire, OK, lève-toi. Puis il va dire, par exemple, ça m'est arrivé récemment dans un cours, il va dire, ben, j'essaie, je suis pas capable, tu sais. Puis moi, je lui réponds, je le sais, c'est difficile. C'est difficile. Continue et lâche pas. Je pense que c'est ça aussi le mindset que notre coach parle et dit, c'est n'abandonne pas. Si pendant 2 minutes, tu essaies de te sortir de là, tu n'as pas réussi, mais tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas fait... Mais qu'est-ce que c'est difficile, ça, oui, la vie. Mais ce mindset-là, le Jiu-Jitsu te le donne si tu es capable de bien, tu sais, de pas give up, là. Tu es en dessous, là, tu es dans la pire merde. Il y a un gars, là, 2 fois plus pesant que toi, il est couché sur toi, mais pendant 5 minutes, il n'y a rien dans ta tête qui a fait « I give up ». On va revenir là-dessus. Une des affaires dont je suis très fier, c'est d'avoir accepté, d'avoir choisi de commencer ce sport qui m'a rendu pas humile. Il m'a rendu en état de molécule, parce que souvent, on est retourné à la base. Je me suis dit dans ma vie professionnelle, c'est moi un black belt dans ma compagnie, puis j'inspire la confiance, j'attire des gens, je les amène à changer. Souvent, j'ai dit ça au directeur avec qui je travaille, notre but, c'est de prendre un bout de papier, un CV, amener la personne, la convaincre, abandonner sa vie professionnelle et commencer à vendre quelque chose que tu ne vois pas. OK? Et donc, changement total. Et j'arrive avec cette minding de ceinture noire professionnelle dans mon domaine, puis je dois me mettre au bout du fil. Pas uniquement me mettre au bout du fil, mais écouter
une autre personne. Puis là, ça revient un peu à Tes réflexes. Dans mes réflexes. Ouais. Puis je me suis dit, je me rappelle, mais t'es qui toi? Puis quand on regarde un peu le curriculum du coach et tout ça, puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de rester, c'est que quand tu respectes la personne qui est sur place, puis moi je le fais un peu à l'extrême, quasiment aveugle, ça fonctionne, puis ça nous aide. Et ensuite, j'ai commencé à me motiver. Donc, l'humilité, molécule, tu retournes un peu à la base et tu dois faire tout le chemin. Ça, c'est une des affaires dont je vais être très content de pouvoir. Puis je l'ai fait pour mes enfants. Juste pour pouvoir leur dire en plein visage, toi petit morveux 9 ans, tiens, moi là j'ai pas abandonné, n'essaie pas de me faire convaincre, c'est dur ce que tu fais, parce que moi, comme tu dis, des fois me retrouver en dessous d'une personne, je vais donner un exemple que tu connais très bien, Aaron, un de nos partenaires d'entraînement, un world champion, puis souvent là il est par-dessus de moi, il transpire comme ça, puis je me dis, dans ma tête je me dis, c'est pas Aaron qui est là, c'est mon hypothèque qui me parle. Et chaque fois que tu dis hey Emile, ça va bien, t'as mal, chaque fois je me dis non, c'est pas toi, c'est la Banque nationale qui me parle. Hey Emile, est-ce que tu peux payer ce mois? Allez, lève-toi, fais ton escape, trouve une solution, fais quelque chose. Attends, parce qu'on est tous bons donner pendant que tu es en train de te faire smash, très bon, monsieur Lance. Tu fais... Oui, tu fais très bon. Tu sors du corps. Oui. Tu sors du corps et tu es dans un meeting bancaire. Il y en a un coach dans le temps où j'aimais beaucoup cette industrie de motivation et tout ça, j'avais vu un coach de PNL. Et ce monsieur, il nous disait, écoutez, sortez de votre corps et regardez-vous un peu de l'extérieur. Et si tu vois Émile, tu dirais quoi à ton Émile? Donc moi, j'ai fait ça pendant les rôles. Et quand ça va très mal, je me dis... j'ai fait une affaire, je me rappelle la seule compétition que j'ai faite. Je perdais d'une façon atroce. Et je me dis, pendant que je regardais le plafond, les lumières, j'entendais les gens crier, j'entends ma fille, hey, papa. J'ai dit, tiens, ma fille me parle. Et je me dis, écoute, imagine que ce gars-là veut lui faire mal. Alors, on se rappelle, il a resté 2-3 minutes au cadran et j'ai dit, ce pensée, il va faire se jaillir de mon corps une force incroyable. Monsieur Elias, rien n'est arrivé. Et j'ai abandonné. Et j'ai dit, putain, écoute, il va kidnapper ma fille. Je sais pas. Mais j'ai dit, je perds. Je tape. Alors, ce genre de motivation, des fois bidon, n'a pas fonctionné. Tu sais, on a un podcast, hein? C'est pas fini. Incroyable. Je n'ai jamais rien dit. Même pas à ma fille. J'ai dit, Anna-Maria, sache que je t'ai abandonné d'une manière atroce. J'ai failli dans mon rôle de papa. Oh, God. Alors, des fois, juste faire attention. This is so good. Bien établir. C'est... Wow. le normatif. C'est ça, c'est ça. Tu sais, mets pas la barre trop haute. Tu descends la barre un peu, là, puis tu vis plein de succès. Mais l'idée, c'est qu'on nous a toujours dit, écoute, tu sais, mets ça dans ta tête et tu vas voir. Non, listen. Moi, là, il y a un penchant de la motivation à outrance, American Dream, everybody can make it. La réalité, c'est not everybody will make it, and there's not enough space for everybody on top. Ça, il faut partir de là, et après ça, tu vis pas dans une illusion. Tu sais, t'es pas everybody can make it. Mais non, c'est pas tout le monde qui va être des rois, c'est pas tout le monde qui va être des présidents. Oui, mais j'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai dit, oui, mais toi, tu penses-tu sérieusement que tu peux devenir, je sais pas moi, président des États-Unis? Il m'a dit oui. Je suis comme, man, non, on va pas dans le contexte actuel, mettons que oui, mais... oui, c'est ça, mais comment je pourrais dire? Il y a aussi l'expectation, ton environnement. Tu es un produit de ta communauté. Tu as les options de ta communauté. Oui, tu peux sortir du lot, mais c'est pas tout le monde. Puis tantôt, tu parlais, là, ça, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup, la définition de succès. C'est quoi la définition de succès? De quoi on parle? Non, mais on parle de quoi? Quand est-ce que tu es successful? Toi, tu es successful
toi, tu n'es pas successful? Y a-tu un barème? Moi, je pense tellement pas en termes comme ça, là. J'ai abandonné ce schème-là, ce schème... Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que je patine un peu dans la même direction que toi. Et by the way, parce que je t'avais averti, je vais parler beaucoup de livres. Si tu veux voir un peu comme et donner une touche plus scientifique et plus encadrée à cette idée que non, il n'y a pas tout le monde qui va réussir et c'est jamais le fruit du hasard, ben, je te recommanderais, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle The Outliers. Puis, rapidement, on parle de... C'est là où j'ai découvert la règle de 10 000 heures. Pour devenir spécialiste en quelque chose, ben, tu dois pratiquer au moins 10 000 heures. Et j'ai jamais pensé faire une... Puis je pense que toi, tu l'as fait. Je pense pas que tu aurais pu enseigner la danse si tu n'avais pas une vingtaine d'années, une dizaine d'années derrière la cravate. Mais encore là, il faut qu'il y ait un concours de circonstances. On parlait de Jiu-Jitsu avant même de... Puis c'est même pas une preuve de réussite. La ceinture noire, ça prend 10 ans pour l'avoir. Donc, puis c'est une des affaires que j'apprécie beaucoup. Puis dans ce livre, j'ai découvert aussi... Ben, j'ai découvert... Non, my God, c'est pas découvert, mais on parlait de The Beatles. Puis, étant un grand fan. Mais avant que The Beatles deviennent The Beatles, ben, ils chantaient dans des bordels à Hamburg et en Allemagne. Alors, et ça pendant des heures et des heures. Leur concert durait environ 6 heures. Oui. Mais je pense qu'il y a un aspect de ça qui est romantisé, dans le sens que on regarde les Beatles, on regarde le succès qu'ils ont eu, puis c'est parce qu'ils ont pratiqué tout ça, mais 90 autres % des bands, ils ont claqué les portes, ils ont changé de job. Il y a ça aussi. Oui, puis il y a le travail forcené. Tu as ton environnement. Tu peux avoir le travail comme un fou, puis ton environnement n'est pas riche d'options. Tu sais ce que tu dois faire. Et après ça, tu as bien sûr un concours dans le temps, dans le sens que dans ce moment-là, toi, tu as eu l'idée de peut-être exploiter la salsa dans le coin où il n'y avait pas d'école de danse, et tout à coup, ça a été populaire. Ouais. Comme une étude de marché live, en temps réel, avec les skills que j'avais. Et ça a marché. OK, mais ça aurait pu ne pas marcher, mais ça n'a rien à voir. Au départ, c'est sûr que, bon, je faisais une bonne job, je traitais bien les gens, mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont hasardeux. Tu sais, comme le fait que mes parents... Alors, reculons, mes parents sont immigrés ici. Tu sais, tu peux aller loin. Qui n'a rien à voir avec moi. Tu comprends? Oui. Il n'y a rien à voir avec moi. Moi, pas moi qui ai immigré ici. C'est pas moi qui a poussé les enfants dans les derrières pour qu'ils aillent à l'université. C'est pas moi qui... Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai décidé de me prendre en main, me prendre au sérieux, mais le travail, oui. Mais si je fais la même job, je sais pas, moi, prends un pays au choix, là. Des fois, ça ne peut pas donner autant de petits succès. Là. Vous parlez de succès et de la définition. Arrête de me vous voyez, là. Oui. Je me sens, tu me mets plus important que... Vous l'êtes. Ma sainteté. C'est un peu, je crois, comme le bonheur, qui, selon moi, n'existe pas. Puis, il faut arrêter de la chercher et se définir, parce que c'est ça, la vie, c'est mal, bien. Mal, bien. Et, by the way, Mark Manson, Dixit, même à faire le succès, je suis appelé pratiquement à faire appel à ce genre de définition quasiment tous les jours, parce que j'ai des représentants dont je suis responsable, des directeurs de vente et des représentants dont je suis 100% responsable au bureau, qui me demande ça. Émile, c'est quoi ça, le succès? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a du succès? Et sincèrement, des fois, là, je me limite à faire référence à des normes que la compagnie nous impose ou des balises. Il parlait de ça, mais chaque fois, je me dis, ultimement, là, ne pas se cacher derrière, ne pas se trouver des excuses. Je vais donner des petites définitions pour excuser ma nullité, mon manque d'ambition. Oui, pour moi, le succès, c'est d'avoir des enfants ou, je ne sais pas, avoir une maison. Hey, non. Ça, c'est... On cache un peu des choses derrière ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est ce qui me drive lorsque je me dis, est-ce que j'ai du succès? Est-ce que... non, pas vraiment. Et c'est ce qui me pousse un peu à tu continuer. Tu trouves que tu n'as pas de succès? Oui. Arrête. Non.
Là, il va falloir que tu clarifies. Pourquoi tu trouves que... Pourquoi? Parce que j'ai un bon emploi et je gagne très bien ma vie. Et non, il y a encore de la place à l'amélioration. Mais on n'a pas dit le contraire. Les lois de Martin. Je sais pas, est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Il va avoir 20 livres à lire après le podcast. Les lois de Martin, Oui. où on parle de chacun, il a... Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais partir de ça. Chacun arrive à un certain moment à toucher son incompétence. Oui. Tu arrives à être incompétent à ton travail, tu arrives à être incompétent même dans ta vie de couple. Des fois, il faut juste reculer. Je suis nul. Là. Ouais. Je veux juste reculer un peu. Je veux me fier un peu à ce que Abraham Maslow disait, c'est lui qui a fait la pyramide de besoins et tout ça. Il disait, on s'accomplit en tant qu'individu, puis j'acquiesce un peu dans ce sens, lorsque tu aides quelqu'un à se transformer. Oui. C'est un peu, comme on dit en anglais, cheesy, ce que j'ai dit, Oui. mais mon travail me permet de faire ça. Oui. Des fois, je rencontre des gens qui n'ont aucun horizon dans leur vie, puis pour toutes sortes de raisons, ils arrivent à se retrouver dans la vente de services financiers, et soudainement, ils changent de vie, changent de perspective, philosophie de vie. Leurs enfants, ils peuvent offrir à leur enfant une meilleure vie. Là, j'ai du succès quand j'ai fait ça. Exactement. Donc, tu es en train de me décrire que tu as du succès de façon journalière. Jusqu'à maintenant, oui. Là, j'ai un nouvel emploi comme directeur d'agence, de centre financier à bâtir. Mais tu m'as dit que tu n'en avais pas de succès. Il y a une contradiction. Non, d'abord, tu le prends pas. J'ai encore faim. Je le prends pas. Tu peux avoir faim jusqu'à la fin des temps. Mais si tu as converti, tu as amélioré la vie des gens avec qui tu travailles. Je pense que oui. Donc, tu penses que oui, donc tu as du succès. Merci beaucoup. Voilà, c'est juste ça que je voulais entendre. C'est très bien. Je vais terminer avec Rapid Fire Questions. S'il vous plaît. Je vais te poser une question et tu réponds première chose qui te vient en tête. Pas de réflexion. Okay. Ça va être difficile. Ça va être drôle. Première question. Qu'est-ce qui t'excite? La nouveauté. Quel est ton mot ou insulte ou gros mot préféré? Putain de merde, en français. J'en ai un roumain, mais je ne vais pas traduire. Quelle autre profession aimerais-tu tenter? Je dois répondre vite. Oui, quelque chose qui te policier. Parfait. Dans quoi tu n'es pas très doué? Je ne suis pas manuel. Qui t'inspire? Mes enfants. Quand as-tu été le plus satisfait dans ta vie? Jamais. Je ne suis pas philosophe. Hein. J'ai dû répondre rapidement. Pas de problème. Quel est ton super pouvoir? La communication, je pense. Quelle est la chose que les gens semblent mal comprendre à ton sujet? L'écoute. Si tu pouvais dîner avec une personne morte ou vivante, quelle serait et pourquoi? Qui ce serait? Oh my God. Wow. Très difficile. Très, très, très difficile. On passe à une autre question, puis je non, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de problème. On parlait de mort. Que choisirais-tu comme dernier repas? Smoked meat. Hey! OK. Dernière question. Si tu pouvais revenir dans le temps et parler à ton toi qui a 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, petit con. Arrête de te vanter. Écoute et tais-toi. Quelle belle finale à notre podcast. Un gros merci. Merci à toi. On a fait un beau tour d'horizon. On a pu se parler tranquillement, aller dans ton passé. Ça m'a permis d'apprendre un peu plus de ton background. J'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup comment tu penses, comment tu analyses, comment tu penses. Et j'apprécie énormément ton honnêteté et ton franc-parler. Tu es un livre ouvert, puis j'apprécie ça chez toi. Si ça peut aider quelqu'un, tiens, ça va me rendre heureux. On peut dire que c'était un franc succès. Et j'aimerais dire une chose super importante. Aujourd'hui, j'ai mis un polo parce que sachant
que l'esti de tabarnak allait venir habillé comme un chef. Oui. Non, oui. blague à part. Noblesse J'ai vraiment, oblige. je te jure, j'ai mis ça parce que je savais que tu t'en venais. D'habitude, je suis en t-shirt, salsa, relax. Et je dis, ah non, je peux pas, man, je peux pas faire ça. Ça m'intrigue. Je veux partir à la maison maintenant avec l'idée avec Oui. qui je mangerai. Je suis inspiré des fois par notre coach. Il nous dit souvent, mais je suis personne. Sincèrement, j'admire, je t'admire toi, j'admire notre coach, j'admire mes enfants, ma femme. J'ai plein d'amis. Je suis pas un groupie, je suis mais pas un imagine fan de ça. manger un souper avec Staline. Oh, j'aurais des questions. Cette salaud, j'aurais des questions. Non, mais tu peux sérieusement, pas là. imaginer. Sérieusement, juste une soirée, là. Mais qu'est-ce qui se passe, bro? C'est quoi ces décisions-là? C'est quoi ça, gérer un pays communiste grand comme la Russie? C'est fou, hein? C'est fou de penser à cette époque-là. Ma mère, tu sais qu'est-ce qu'elle m'avait dit, ma mère? Ma mère m'a dit, nous, on était tous des camarades. Fait qu'on avait la photo de Staline dans la classe, puis on se levait à chaque début de cours et on prêtait allégeance à Staline. Puis, dans la plupart des cas, quand ces dictateurs, ou appelons ça des dirigeants de pays, sont morts, même si ils avaient commis les pires atrocités dans leur pays, tout le monde pleurait. Ça, je trouvais ça particulier. Je dis, mais vous n'étiez pas content? Elle dit, on ne sait pas. Pour ne pas terminer sur une note négative en parlant de cet on peut l'enlever au pire. personnage, On peut l'enlever à la fin. puisque j'en ai fait référence et ça me fait plaisir. Selon moi, un auteur qui devait être... tout le monde qui aime lire, puis s'intéresse un peu à la vie de tous les jours, puis surtout à la politique de nos jours. S'il vous plaît, c'est un membre de l'Académie française, c'est un Bulgare d'origine, s'appelle Tsvetan Todorov. Il écrit sur la dictature et sur ce danger qui nous guette quand on n'arrive pas à appréhender ces genres de personnages. Puis malheureusement, il revient à la surface dans des emballages orange ou rouge. Écoutez, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Tsvetan Todorov, Absolument. c'est extraordinaire. Good stuff. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes.